séance du conseil municipal. Je vais d'abord faire l'appel. Présent, Frédéric Dulac. Présent. Tristan Jacques, absent pouvoir, Slimane Moala. Laurence Renard, absent pouvoir, Charles Renard. Roberto Drafron, absent pouvoir, Christelle Guillard. Émilie Stella. Présente. Arnaud Boutier. Il est là. Magali Douce. Présente. Jean Tanserel. Présent. Eliane Goliot, absent de pouvoir à Frédéric Dulac. Brigitte Boucher. Présente. Denis Guyard. Présent. Raymond Besco. Présent. Yolande Grobon. Présente. Fabienne Belin. Présente. Patrick Marquet. Présent. Gary Mondeguer. Absent de pouvoir à Yolande Grobon. Denis Vergniaud. Présent. Slimane Moala. Présent. Christelle Guillard. Présente. Salem Labrague. Présent. Charles Renard. Présent. Nicolas Largès. Présent. Caroline Lignou. Absent de pouvoir à Anne Dedon. Isabelle Salomé, absent de pouvoir à Étienne Dervin. Anne Dedon. Présente. Stéphane Bouchard. Absent de pouvoir à Benoît Toulec. Étienne Dervin. Présent. Benoît Toulec. Présent. Nous avons le quorum. Pour le secrétariat de la séance, je propose que ce soit Frédéric Dulac, sauf si d'autres personnes veulent y coller. Frédéric Dulac sera donc notre secrétaire de séance. Nous devons approuver le compte-rendu du précédent conseil municipal du 23 juin. Je n'ai pas reçu de remarques. Je vous propose donc de passer au vote. Qui s'abstient? Refus de vote? Contre? Unanimité. Merci. Ensuite, nous avons donc une modification du tableau des effectifs. Ça concerne donc deux postes. Un poste suite à une réussite à un concours, et puis un autre poste qui est tout simplement un remplacement sur des grades différents. Donc ça fait que nous passons d'un poste d'animateur principal première classe à un poste d'attaché, et puis un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à un poste d'adjoint de maîtrise principale. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette délibération. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Merci. Ensuite, c'est une convention de participation donc, avec le CIG. Nous avions déjà pris une délibération en 2019 à ce sujet pour un contrat donc, sur la protection sociale complémentaire. La participation de l'employeur avait été réévaluée en janvier 2024. Vous avez les différents montants de participation. Aujourd'hui, nous avons 51 agents qui y adhèrent. Et dans le cadre du renouvellement de cette convention, donc, qui s'achève en décembre 2025, nous proposons de renouveler notre adhésion donc, avec le CIG pour donc, 4 nouvelles années, donc jusqu'à fin 2029. Et puis, nous proposons aussi de réévaluer la participation employeur. D'abord parce qu'on s'est aperçu que les différents niveaux en fait, de participation étaient moins adéquates aujourd'hui, et puis une participation minimale qui est à présent demandée pour l'employeur, quels que soient les revenus, qui est un minimum de 14 € ou 15 €. 15 €, voilà. Ce qui fait donc pour des salaires bruts mensuels à moins de 2 500 €, une participation employeur à 25 €, entre 2 500 et 3 500 €, une participation employeur à 20 €, et au-dessus de 3 500 €, une participation à 15 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre?
Abstention, refus de vote, unanimité, merci. Alors, en l'absence de Tristan Jacques, je vais donc vous présenter la décision modificative numéro 1 pour le budget. Donc, il s'agit, c'est la première modification cette année. Il y a plusieurs motifs liés donc à cette décision. La première, ce sont des écritures d'ordre, notamment qui concernent le terrain Capado et puis des amortissements. La deuxième raison, ça concerne les baisses significatives qu'il y a de dotation de l'État au profit de la commune et donc le fait d'abonder un chapitre pour pouvoir compenser. D'abord, donc, concernant le terrain Capado, nous avions pris une délibération à l'unanimité, ça remonte un petit peu, c'était en 2021. Cette délibération donc, approuvait les conditions de cession de 2 parcelles donc, qui représentent grosso modo ce qu'on appelle l'ex-terrain Capado, donc là où il y avait la médiathèque, donc au profit de la communauté d'agglomération, à l'euro symbolique. Simplement, cette cession s'analyse comme une subvention d'équipement. Et donc, dans ce cadre-là, nous devons retracer dans nos écritures d'ordre la valeur vénale du terrain estimée par les domaines, valeur vénale donc, qui est de 1 230 000 euros. Ce qui fait que donc, il y a évidemment une neutralisation de cet impact budgétaire en dépenses et en recettes, mais nous devons donc bien afficher dans cette partie du budget la valeur vénale de 1 230 000 euros, même si la cession a été faite à 1 euro symbolique. Le deuxième élément vient de plusieurs choses. D'abord, un nouveau dispositif de ponction par l'État qui s'appelle le DILICO. On l'avait abordé, en tout cas on l'avait évoqué au moment du vote du budget, mais nous n'avions pas la somme encore qui nous était transmise. Donc c'est le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales. Pour la petite histoire, ce dispositif prévoit que 90% du montant serait remboursé à la commune dans les 3 prochaines années par tranche de 30%. C'est ça le dispositif. Néanmoins, donc, nous devons inscrire la somme de 145 735 euros. Et donc, pour pouvoir la financer, nous prenons dans nos réserves puisque évidemment nous n'avions pas imaginé cette nouvelle invention à ce moment-là. Pour votre parfaite information, je vous signale que donc, la Cour des comptes a regardé un petit peu, fait un rapport sur ce dispositif, et ils y mentionnent que le montant moyen pour, donc on est 1900 communes concernées par ce DILICO, et le montant moyen par habitant est de 14,18 €. Selon la Cour des comptes. Sur Manigamo, quand on fait le rapport, on est à 15,31 par habitant. Le deuxième élément dans ce cadre-là, par rapport aux dotations de l'État, c'est que nous avions une prévision budgétaire de dotation donc, forfaitaire qui était supérieure finalement à ce qui nous est attribué, supérieure de 95 000 euros. C'est-à-dire que notre dotation passerait de 142 000 euros, j'arrondis, à 56 000 euros, pardon. Évidemment, nous équilibrons parce que nous récupérons un petit peu de dotation sociale, de solidarité rurale, pardon, à 31 800 euros. Nous avions été très prudents sur les compensations d'exonération de taxes foncières pour les équipements industriels, ce qui nous permet de récupérer 116 000 euros par rapport aux prévisions. Et puis, nous avons bénéficié d'une indemnisation de compagnie d'assurance sur le sinistre de la Maison de l'Environnement à hauteur de 32 000 euros, ce qui nous permet de contrecarrer ces diminutions
d'accompagnement de l'État, pour évidemment que nous soyons à ISO au niveau budgétaire. Et puis ensuite, nous avons, dans le cadre du passage donc, en M57 par rapport à nos comptes publics, un certain nombre d'amortissements qui, auparavant, en fait, s'effectuaient, on les mettait plutôt début d'année. Là, en fait, c'est par rapport au temps, donc au prorata temporis, ce qui fait que nous ne pouvons pas les travailler en début d'année. Et donc, il convient en cours d'année, et notamment maintenant, de pouvoir donc avoir les crédits supplémentaires pour pouvoir les intégrer. Évidemment, donc l'ensemble s'équilibre en recettes et en dépenses. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Pas de questions? Anne dedans. Bonjour, juste par curiosité, comme les mouvements qui doivent être faits, enfin en tout cas la valorisation faite du terrain Clapado qui est inscrit cette année, elle avait également été les années précédentes ou bien c'était une demande qui vient de vous être faite? Alors c'est une demande qui vient d'être faite par les services comptables. Sinon évidemment pour 2021, on l'aurait intégré, mais c'est une demande qui est arrivée cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Ensuite, autre délibération qui concerne les finances. Il s'agit donc du pacte financier avec les fonds de concours donc demandés auprès de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous le savez, dans le cadre du pacte financier 2022-2026, nous avons donc une enveloppe de 1 848 541 que nous pouvons mobiliser jusqu'à la fin d'année 2026 pour tout type de dépenses. Et donc là, nous proposons d'utiliser ce droit de tirage sur les fonds de concours pour l'achat d'un véhicule professionnel et pour les travaux de réfection des poteaux du préau du groupe scolaire Saint-Exupéry. Vous avez les différents montants et donc le pourcentage des fonds de concours sur chacune de ces opérations est à 50% sur des montants prévisionnels hors taxe, donc que ce soit sur le véhicule 31 750 € et sur les travaux à Saint-Exupéry 89 300 €. Et nous serons à ce moment-là donc à 60% de l'utilisation de nos fonds de concours. Y a-t-il des remarques ou des questions? Elle dedans. Oui, concernant chacune des lignes, déjà le véhicule professionnel, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus. Et concernant les travaux que vous avez programmés, si j'ai bien compris, au congé d'automne, groupe scolaire Saint-Exupéry, Petit Prince, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus. Alors je vais répondre pour le premier, puis je vais laisser Raymond Besco répondre pour Saint-Exupéry. Donc le véhicule professionnel concerne la police municipale. Donc le remplacement classique du véhicule. Et je vais laisser Raymond Besco vous répondre sur les travaux Saint-Exupéry. Sur les travaux Saint-Exupéry, bonsoir. Donc on a eu la mauvaise surprise de voir une dégradation des poteaux, d'un certain nombre de poteaux extérieurs sur ce bâtiment. Donc on a procédé à une mise en sécurité en 2 temps de l'ensemble de ces poteaux avec une interdiction de la zone et la mise en place d'étais, le temps de faire passer les bureaux d'études, de faire les études de structure, les études de sol. La solution technique a été trouvée et donc on va procéder au remplacement de ces poteaux pendant les vacances.
sûrement en 2 phases. Pour l'instant, c'est prévu en 2 phases. On ne pense pas pouvoir faire plus vite. Voilà. Ce que je peux vous dire sur cette situation. Oui, merci Yann Delors. J'habite à côté, donc les parents qui ont des enfants juste en seconde scolaire sont un peu inquiets. Et, ça cogite beaucoup au niveau des parents. Et en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que leurs enfants étaient en risque alors que les étés n'étaient pas encore mis en place. Donc, et puis, c'est à quelle occasion finalement que ces faiblesses ont été constatées. Et puis le dernier point, c'est une demande d'informer clairement les parents qui sont vraiment dans un... Ça c'est fait, donc n'en rajoutez, bon, je sais que c'est un peu votre fonds de commerce, mais n'en rajoutez pas. Les parents ont fait un mail parents, qui date de juin et ils ne sont pas informés. Non, il y a eu un autre, mettez-vous à jour. Ça vous évitera de dire des bêtises. Donc on a découvert ça à l'occasion d'inspections classiques, de remise en peinture. Pour tout vous dire, on travaillait sur la préparation des travaux de réfection de la cour qui ont donc été reportés. Et donc, en faisant un tour du bâtiment, on a constaté des éclatements sur, dans un premier temps, un poteau. Et en regardant de plus près, on en a vu d'autres qui étaient un peu fissurés. Donc, on a immédiatement mis en sécurité. Il n'y a pas de... Comment ? Il n'y avait pas de risque d'écroulement de ces poteaux. C'est principalement les poteaux extérieurs du préau. Tous ceux qui ont été exposés aux intempéries, c'est un problème de conception de ces poteaux et l'eau s'est infiltrée. Ouais. Ça m'embête qu'on perde un peu de temps. Je vais prendre le temps qu'il faut ce soir, mais est convenu que j'avais un interlocuteur chez vous que j'ai plus. Vous venez pas aux commissions, enfin c'est compliqué quoi. C'est compliqué de rentrer dans le détail en conseil municipal. Moi je viens vous ressortir tout ce qui a été fait comme étude de structure, mais c'est pas le lieu quoi. Voilà. J'en profite pour vous le dire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. On est convenu qui était mon interlocuteur. Voilà pour l'instant. Voilà. Je ne sais pas si je dois continuer là-dessus, surtout pour qu'on nous dise que, avec des sous-entendus, est-ce que les parents étaient bien informés? Oui, ils sont informés. Est-ce que les enfants étaient en danger? Non, ils n'étaient pas en danger. Voilà, bon, après vous pouvez continuer sur ce terrain-là, mais j'aimerais mieux avoir des interlocuteurs pour qu'on puisse en discuter en dehors du conseil. Mais il n'y a rien à cacher sur ce terrain-là. On a fait une réunion, pour votre information, on a fait une réunion, il y a eu un parent qui est venu. Donc pour des gens inquiets, je veux bien, mais voilà. Et encore, c'était un parent, c'était un délégué. Rien à cacher sur ce dossier. Non, c'est pas à propos de On voit un petit peu pas, quand même. Ils m'ont montré un mail qui date de juin, ils m'ont pas parlé de 8 septembre, il est peut-être passé dans les spams, ça fait pas Oui, Oui, ça doit être ça, ouais. C'est certainement ça. Alors, juste sur ce sujet, c'est une école qui date de mémoire, elle a été inaugurée en 1991. Elle avait été construite à l'époque avec les PA. On fait des contrôles réguliers et on l'a vu. Tout de suite, la vérification a été faite, il n'y avait pas de danger immédiat pour les enfants.
L'ensemble des mesures ont été prises avec une information directe à la fois aux enseignants, à l'équipe enseignante, et à la fois aux délégués des parents d'élèves, et puis après aux parents d'élèves, à l'ensemble des parents d'élèves. Ça dès le départ, dès que ça a été constaté. Ensuite, il y a eu une nouvelle information faite alors en juin, vous signalez cette image, mais aussi une proposition à l'ensemble des parents de venir nous rencontrer directement sur place dans la cour. Je dirais que c'était fin juin, début juillet, c'était juste avant la fin les vacances scolaires, pour justement pouvoir échanger avec éventuellement des parents qui pourraient avoir une inquiétude. Donc tout le monde avait cette information-là. Raymond Besco a bien signalé une personne venue. Et puis ensuite, donc en septembre, nouvelle email. Émilie Stella là ici, hein, donc au cas où, évidemment. Et puis toujours dans ce laps de temps, bien entendu, il y a eu des conseils d'école, ça a été abordé en conseil d'école. Il y a eu aussi des échanges avec l'équipe enseignante, notamment au moment de la rentrée. Je faisais partie de cette visite, donc on a pu échanger sur ce qu'on savait, les premiers retours qu'on avait des entreprises, des diagnostics, etc. Donc voilà, maintenant les travaux vont pouvoir se faire au fur et à mesure. Nous sollicitons le fonds de concours pour pouvoir en financer une partie. Ça va nous permettre d'aller le plus vite possible, mais évidemment on n'ira pas plus vite que la musique là-dessus. Et surtout on continuera d'informer au fur et à mesure. Alors que des gens ratent de l'information, ça peut. Par contre, ils peuvent toujours venir nous interroger directement. Vous-même, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, vous pouvez venir nous interroger directement sans même avoir besoin d'attendre le conseil municipal. Et puis ensuite, on continuera, nous, évidemment, de travailler avec les équipes enseignantes, nos personnels sur place, pour pouvoir adapter aussi au mieux les agendas par rapport au cycle scolaire classique. Raymond Vesco. Un petit complément d'information. Les premiers étaiements ont été faits gracieusement par l'entreprise Mètre Cube qui construit le collège, puisque on a cherché tout de suite une entreprise pour étayer, et c'est eux qui sont venus étayer gratuitement dans un premier temps. Après ça a été payant parce que oui, mais on a fini par payer. Mais ils ont détaché dans la journée une équipe pour faire un premier étaiement, et je tenais à les en remercier puisqu'on en parle. Et puis j'ai une question très pratique. Qui est mon interlocuteur dans votre groupe pour les questions travaux? Vous n'êtes pas obligé de me répondre ce soir, mais faites-nous savoir. Je vous propose de passer au vote sur cette demande de fonds de concours. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, en vie associative, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire tout le conseil municipal. En vie associative, donc, nous avons une attribution de subvention exceptionnelle à l'association, à la GRS donc, de Chevreuse. Vous l'aurez certainement constaté, cette association a participé au championnat de France de gymnastique en juin dernier, et elles se sont classées 17e d'ailleurs sur les 40 équipes qui étaient en compétition. Et comme en 2023, elle sollicite les communes concernées, puisqu'elles ont des athlètes de plusieurs communes, et donc en fonction du nombre d'enfants manicois qui participaient à ce championnat de France, pour pouvoir les aider à financer l'ensemble de ce déplacement, puisque c'est des frais occasionnés plus importants que ce qu'ils peuvent avoir habituellement. À savoir que ces frais de déplacement pour l'ensemble de l'équipe se sont élevés à 1 028 € cette année en 2025, et que nous avions donc Darine Youssef, habitante de Manille-les-Hameaux, qui fait partie de l'équipe, et donc nous sommes sollicités pour un montant de 257 €
par rapport au nombre d'habitants manicois qui sont concernés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. On va changer un petit peu qui est pour. Et donc pour vérifier, abstention, contre, refus de vote, unanimité. Je vous remercie. Et je vais à présent laisser la parole à Raymond Bescot pour un avenant. Je dis pas tout parce que sinon tu n'auras plus rien à dire. Allez, vas-y. Non, là il y a pas mal à lire, j'ai essayé d'y aller le plus lentement possible. Donc c'est l'avenant numéro 4 sur le marché d'exploitation des installations de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation et gros entretien, renouvellement et intéressement aux économies d'énergie. Donc tout ça. Donc ce marché a été notifié le 4 juillet 2023 à la société NJ Solutions Business Line, Territoire et Services Publics, BLTSP. Je leur dirai plus après. Donc l'avenant a pour objet de modifier les conditions tarifaires du P1 chauffage suite à la souscription d'un nouveau contrat d'approvisionnement gaz au 1er octobre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027. Les conditions de fourniture des autres énergies que le gaz, à savoir le fioul et le bois, puisqu'on a encore ces deux modes d'énergie, sont quant à eux inchangés. Le contrat initial d'approvisionnement en gaz était conclu pour une durée de 2 ans jusqu'au 30 septembre 2025. Donc il s'agit de conclure un nouveau contrat gaz indexé sur l'indice PEG que tout le monde connaît pour donc 24 mois jusqu'au 30 septembre 2027. Alors, les changements principaux concernant l'indice PEG, l'indexation est toujours sur la base de cet indice. Le prix du gaz, la molécule, donc sol, est fixé à 34,166 € du mégawattheure contre 40,9 € précédemment. Donc une baisse du prix de la molécule. Par contre, les frais et taxes associés sont quant à eux en forte hausse. Je vous fais grâce de tous les détails, principalement les certificats d'économie d'énergie qui passent de 5,88 € du mégawattheure à 8,44 € et la distribution qui passe de 7,56 € du mégawattheure à 8,19 € et la taxe carbone également qui passe de 16,37 € à 17,16 €. Donc l'impact financier de cet avenant pour la commune, le prix se situe autour de 64,5 à 67,7 € du mégawattheure. La composante gaz, donc, comme je vous l'ai dit, diminue par rapport au contrat précédent et les taxes et contributions augmentent, ce qui limite la baisse globale. Voilà. En conclusion, on a une stabilité des coûts autour de 65-68 € du mégawattheure, avec donc une diminution du prix du gaz et une augmentation des frais fixes. Engie ne modifie pas sa rémunération. Je vous passe l'impact sur chaque site. La plus-value est de 1890,08 € hors taxe, soit 0,92. Donc le montant de cet avenant est de 2268,10 € TTC sur un montant
total du marché sur 7 ans de 2 640 000. Je vous passe les arrondis et les virgules. Voilà. Et donc, je vous propose d'autoriser le maire à signer cet avenant numéro 4 au marché d'exploitation du chauffage. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Pour vérifier, abstention, refus de vote, contre, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, je vais laisser la parole à Jean Tanserel. Ça concerne donc la demande d'une garantie d'emprunt par la COP foncière pour une réalisation de logements en bail réel solidaire. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, donc ça concerne un programme de logement qui est 2 rue de la Jeunesse, qui s'appelle, c'est à Magny les Hameaux, c'est les Hameaux de Magny. Voilà comment sont ces logements en prévision. Hein, ils ne sont pas encore sortis de terre, et ce n'est pas demain matin qu'ils vont sortir. Ce sera plutôt début 2027. Voilà. J'ai lu aussi sur certains documents fin 2026. Mais je crois que ce sera plutôt début 2027. Donc là, on est sur 34 logements. J'ai lu aussi que c'était 33, en fait non, hein, précisément, soyons précis, c'est 34. Parce qu'il y a une maison qui est en réhabilitation aussi, là-bas. Donc le BRS, donc le bail réel solidaire, par rapport à ces 34 logements, ne concerne que 16 logements. Je pourrais vous préciser la typologie de ces logements, qu'il s'agisse du projet global des 34 ou des 16, hein, ça va du T2 au T4. Je voudrais peut-être aussi qu'on précise un peu ce que c'est le BRS, même si c'est bien précisé dans la délibération. C'est un dispositif, je ne dirais pas balbutiant, parce que maintenant il y en a beaucoup, mais émergence, ça date de 2015, ça a été à nouveau réactivé par la loi Élan de 2018, dont on a beaucoup parlé ici, parce que c'est une loi fourre-tout, il y a beaucoup de choses dedans. Et il y a notamment ça, le bail réel solidaire. En fait, pour être simple, ça repose sur un démembrement, une dissociation entre le bâti et le foncier. Vous êtes propriétaire des murs, du bâti, mais pas du foncier. Le foncier reste la propriété d'un organisme foncier solidaire, en l'occurrence la coopérative foncière francilienne. Je pourrais vous parler aussi, si vous avez des questions, sur l'identité de cette structure, de cette forme juridique, donc qui s'inscrit totalement dans l'intérêt général, dans l'économie sociale et solidaire. Il ne s'agit pas du tout... c'est une coopérative, donc on est loin de la société anonyme par action, etc. Avec les coopératives, moi, je me souviens, j'ai étudié ça un peu en droit des sociétés, ont émergé au XIXe siècle, un petit peu en marge des sociétés commerciales et par action, en marge et un peu en réaction contre les excès, même si maintenant les coopératives, il y en a qui se comportent un peu comme des SA, c'est vrai. Ça, c'est une dérive, c'est pas normal, c'est pas bien, c'est pas le cas de notre structure ici, qui est composée d'organismes HLM. Beaucoup on les connaît, hein, puisque ce sont des bailleurs qu'on a sur la commune, comme Vilogia, Séquence, il y en a au moins 5. Et donc, cette dissociation du droit de propriété entre le bâti et puis le foncier permet des logements à 30% moins cher que le marché public, enfin, le droit commun. Donc c'est quand même intéressant. La première commune à l'avoir fait dans le département, c'est Voisin le Bretonnier.
Vous voyez, on suit même voisin de Bretonneux. Et il y a déjà longtemps que les premières familles ont élu domicile là-bas à Voisin. Moi, je me souviens d'une coupure de presse, c'était pas cet été, mais l'été d'avant déjà. Donc, maintenant, il y en a un petit peu partout dans le département, c'est pour ça, et en Ile-de-France, c'est pour ça que je vous parle du phénomène plus émergent. Voilà, à Buc, à Viroflay, à Trappes, à Plaisir. Voilà, ça se répand beaucoup. Alors, la caractéristique, c'est que, au terme, si vous revendez votre maison, c'est un peu anti-spéculatif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire comme certains l'ont fait autrefois, la culbute, revendre moitié plus le double du prix que vous avez acheté. Là, vous pouvez faire une petite plus-value, mais qui est limitée parce que vous avez fait des travaux, vous avez embelli. Il y a aussi pris en compte l'IRL quand même, c'est l'indice de référence des loyers, mais c'est tout, ce sera tout. Donc nous, on y a vu un fort caractère social, un petit peu comme la protection sociale location aidée, PSLA, ce qu'on a fait, et de ce fait, on n'a pas hésité à garantir ce prêt. Alors c'est la philosophie de ces COP foncières, on est sur du temps long, sur presque des baux amphithéotiques. Là, on n'est quand même pas sur 90 ou 99 ans, mais sur 80 ans. Donc, il y a le tableau, il y a là on peut reparler, je vous invite à, j'imagine que vous l'avez regardé, il y a une vingtaine de pages de contrat et 5 pages de tableau d'amortissement avec de nombreuses lignes, puisque 80 lignes en quelque sorte. Et pour ce qu'il ne faut pas regarder, mais c'est pas nous, c'est pas la commune que ça concerne, c'est la COP financière, et ce sont leurs soucis d'équilibre. C'est une fois qu'on a remboursé les 924 000 €, quand on regarde même à 3% de ce qu'ils doivent rembourser en termes d'intérêt. Donc, je crois que si vous regardez la dernière ligne de mémoire, on est autour de 2000%. Voilà, mais voilà, ça c'est l'affaire de la COP. Et vous pourriez me dire, mais quelle est, enfin, est-ce que cette structure est solvable, quoi, voilà. Bon, c'est auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou Banque des territoires, c'est la même chose. La Banque des territoires, c'est la direction de la Caisse des dépôts et consignations. C'est une très vieille dame qui date de 1816, je crois. Donc, elle fait quand même attention à qui elle prête, à la solvabilité de l'interlocuteur. Donc, nous, on intervient juste pour garantir ce prêt. Ce qui est intéressant aussi, et c'est consigné à la fin de la délibération, c'est la convention d'objectifs qu'on a avec cette coopérative. Je pense notamment à l'article 3, qui dit que la redevance sera pendant toute la durée de 2 € du mètre carré. C'est-à-dire que si vous achetez un bien de, par exemple, un petit bien de 60 mètres carrés, 2 €, ça fait 120 €. Enfin, évidemment, si vous faites un prêt, ça s'ajoute quand même à la mensualité du prêt. Mais ça permet quand même, et ça permettra, comme ça a été le cas à Voisin, j'ai vu le type de famille, il y avait des célibataires, il y avait des retraités qui étaient très heureux d'avoir pu acquérir dans ces conditions-là. Donc, ce qu'on souhaite faire à Magny, c'est un élément important de ce qu'on appelle, nous, le parcours résidentiel. Voilà comment on peut aider les Magnicois à se loger à prix, je dirais, raisonnable, puisque Magny est maintenant classé en zone A, donc en zone très tendue. On a près de 2000 demandes de logement à Magny-les-Limbourg. Alors les Magnicois, là-dessus, il y en a plus de 200. Vous voyez qu'il y a quand même une demande très importante, et ça dit toute la pertinence de notre acte politique très fort là, sur le plan social. Merci Jean pour cette présentation. Y a-t-il des questions ou des remarques? Pas de questions? Eh bien écoutez, je vous propose de passer au vote pour pouvoir
faciliter cette mise en place de BRS sur la commune pour la première fois, et puis donc en garantissant notamment cet emprunt pour la cofoncière. Et comme tu le disais, en effet, c'est un acte fort qui s'ajoute à d'autres et qui, je l'espère, on l'espère, permettra à des habitants de trouver aussi un logement de manière plus accessible pour pouvoir s'installer dans leur parcours résidentiel. Je vais vous proposer donc qui est pour, voilà. Et donc ça sera pour vérifier, abstention, refus de vote, contre, unanimité, je vous remercie. Il y a ensuite eh bien, la liste des décisions municipales, s'il y a des questions. Anne-Dedon. Oui, s'il vous plaît. Concernant la sollicitation auprès du conseil départemental pour des subventions au sujet d'Abribus, est-ce qu'on peut, vous en avez prévu, c'est Abribus au pluriel, donc c'est plusieurs ou cela, et je ne fais pas le lien avec le prix qui est évoqué de 20 000 €, donc je pense que ça nécessite des explications. Alors c'est toujours les abribus par rapport à du scolaire, ceux pour lesquels nous avions déjà fait en fait une demande de subvention qui a été refusée, donc c'était de l'année dernière, et donc nous ressollicitons le département dans les mêmes conditions pour pouvoir obtenir un financement qui serait bien intéressant, puisque une possibilité à 80% du montant peuvent nous aider. Et donc ça concerne 2 abribus de mémoire. Ils sont vers le village, là, c'est ça? Pas du tout. Villeneuve et Boissy. Allée des Pommiers et Villeneuve. On a déjà fait, on est prêt. On a fait les dalles, on a fait les accès, on a fait les accès handicapés, on les a mis aux normes. Voilà. On a été amené à bouger celui de Villeneuve après des discussions avec Île-de-France Mobilité. Vous vous rappelez que j'en ai un peu parlé au dernier conseil en alertant sur les modifications d'Île-de-France Mobilité. Voilà. J'espère que on va avoir les financements et que ça sera utile longtemps pour les enfants. C'est des abribus de qualité. On ne vise pas quelque chose de léger et de trop décalé par rapport au lieu où ça va être installé. Si ça vous intéresse, on ne va pas faire ça en séance. Je pourrais vous expliquer, voire vous montrer les modèles qui sont retenus. J'avais une question par rapport aux décisions 28 et 29 en lien avec le conseil en énergie partagée. Donc, on parle d'un montant qui est un soutien financier. Le terme soutien, je le trouve bizarre. Est-ce que c'est une adhésion ou est-ce que c'est une... Alors, vous avez donc 2 décisions qui ont été prises. Vous savez que c'était passé en conseil sur le conseil en énergie partagée, donc sur notre adhésion au dispositif dans le cadre de l'Agence locale de l'énergie du climat. Nous pouvons espérer des subventions, donc notamment de la part du SEY, qui est le syndicat d'électricité des Yvelines, et puis de la part du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Dans ce cadre-là, vous avez, j'ai fait les demandes, tout simplement, de subventions pour réussir à les obtenir et pour pouvoir financer une partie de notre coût d'adhésion.
Alors je n'ai plus ça en tête, mais en fait tout ça avait été passé en conseil, donc on en avait discuté et tout, il me semble que ça avait été aussi voté à l'unanimité. Et vous aviez le montant global avec justement les possibilités de financement que nous pouvions trouver et donc on les sollicite aujourd'hui. Et au niveau des conseils, est-ce qu'on a déjà bénéficié de leur aide dans ces domaines-là ou pas encore? Alors aujourd'hui, si d'autres ont des formations complémentaires, c'est la première étude qui est en cours par les équipes de la LEC. Donc un premier diagnostic. Comme je l'avais dit, comme on l'avait tous dit au moment de la délibération, la dernière délibération, nous avions déjà eu un accompagnement de ce type donc en CEP par la LEC, qui nous avait accompagnés sur différentes rénovations énergétiques. Et donc là, on refait un nouveau diagnostic avec eux. En gros, on repart un petit peu à zéro pour pouvoir un petit peu classer les prochains travaux aussi que nous aurons à faire. Depuis, il y a aussi le décret tertiaire, etc. Enfin, un certain nombre de choses qui ont été ajoutées en termes réglementaires. Et puis évidemment, quelque chose qui n'existait pas, ou en tout cas qui n'était pas regardé à l'époque où avait été mis en place le premier conseil en énergie partagée. De mémoire, c'était dans les années 2007. Voilà. À l'époque, on ne parlait pas de confort d'été. Voilà. Et donc là, évidemment, il y a ces notions de confort d'été qui rentrent, mais tout ça, on l'avait évoqué lors de la délibération. Donc c'est dans le cadre de cette délibération que je fais ces décisions. Raymond Vesco? Une petite précision, tu dis on repart à zéro. Oui, je me permets. Tu as raison, au cas où ça serait mal interprété. Voilà, on repart pas à zéro, mais on a fait plein de choses sur la base de ce qu'on avait fait avec la LEC précédemment, et entre autres tout notre plan pluriannuel d'investissement et les travaux et les priorisations sur les bâtiments. Et donc on se dit que ça peut être intéressant quand même, avec ce que vient de dire le maire, qui était très juste sur confort d'été, qui n'était pas à l'époque parmi les points spécialement regardés, même si ça avait un impact, les travaux qu'on faisait avaient un impact sur le confort d'été, mais on a vraiment besoin maintenant de revoir tous nos bâtiments, et y compris voir la pertinence de ce qui avait été préconisé à l'époque, hein, parce qu'un petit retour d'expérience est toujours intéressant pour nous et pour la LEC par rapport aux préconisations. Et puis en même temps, les équipes de la LEC ont changé. C'est des équipes qui changent beaucoup. Et donc on a besoin de rééchanger avec eux sur la base de ce qui avait déjà été fait, et y compris, pour dire qu'on ne part pas de zéro, c'est qu'on leur a refourni un certain nombre de documents que nous on avait encore et que pour des raisons X et Y, ils n'avaient plus. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien écoutez, ce conseil municipal est terminé. Je vous souhaite une